Généralement, ce genre de valeurs en commun et ce genre de débats ont été déjà discutés et j'ai eu l'occasion de participer aux assises nationales de l'économie sociale et solidaire et plusieurs pays africains étaient présents, confrères africains, et vraiment, croyez-moi, c'était dans une optique gagnant-gagnant. Tout le monde a tiré profit. Et c'était un échange d'expériences qui était vraiment incroyable. Il y avait un ensemble de pays, le Gabon, le Mali, le Sénégal, le Cameroun, le Kenya, la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée, le Burkina Faso, l'Égypte, la Tunisie, et la liste n'est pas exhaustive. Maintenant, on a parlé des convergences entre l'Afrique et l'économie sociale et solidaire. On a parlé du développement durable, mais je n'ai pas expliqué quelle est la relation entre développement durable et économie sociale et solidaire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais parler de gouvernance sans parler de durabilité. D'accord? Très bien. Donc, il y a, si vous arrivez à suivre avec moi, convenablement, il y a 3 dimensions. La dimension écologique, la dimension économique et finalement la solidarité sociale. On va essayer de décortiquer le tableau. D'accord? Si on parle de la responsabilité écologique, quels sont les problèmes partagés entre l'économie du développement durable et l'économie sociale et solidaire? C'est la raréfaction des ressources naturelles et des conflits politiques en Afrique, la dégradation de l'environnement et des changements climatiques. Maintenant, on va voir quels sont les points de convergence. Généralement, on est intéressé par les points de convergence et non de divergence. Mais j'ai trouvé que c'est plus judicieux et c'est plus fidèle à la situation de présenter également les points de divergence. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a une colonne présentant également les points de divergence. Donc, pour ce qui est de la responsabilité écologique, les points de convergence entre économie de développement durable et économie sociale et solidaire, c'est qu'ils génèrent des situations à haut risque pour des ressources naturelles, nocives pour les économies agricoles. Mais, en contrepartie, ces ressources naturelles doivent être absolument sauvegardées et les dommages doivent être réparés pour l'économie de développement durable. Mais pour l'économie sociale et solidaire, on retrouve que le capital humain peut générer des ressources naturelles grâce à l'avancée technologique. D'accord? Passons à la deuxième dimension. La deuxième dimension concerne l'efficacité économique. L'efficacité économique, quel genre de problème partagé entre économie du développement durable et économie sociale et solidaire? Il y a la démarche toxique des entreprises standards dont les prix de vente de produits est basé sur les coûts de communication et non sur les coûts de fabrication. Vous savez, parmi les critiques qu'a adressé Karl Marx juste pour comprendre la question du décalage entre prix économique, prix qui est communiqué, et le prix réel. D'accord? Karl Marx, parmi les critiques qu'il a adressées au capitalisme, il a parlé de 2 types de valeurs. D'accord? Il y a la valeur d'usage et la valeur d'échange. C'est quoi la différence? La valeur d'usage, c'est par exemple, j'ai un sac. Je l'ai acheté parce que j'en ai besoin. Il y a une valeur d'usage, c'est son coût de fabrication. D'accord? La valeur d'échange, j'ai vu une nouvelle mode de sac sur Instagram et je me suis procuré ce sac. Ça veut dire que c'est une société consommatrice. Et si il n'y a pas cette logique, le capitalisme va s'effondrer, oui ou non? Pourquoi il va s'effondrer? Parce que la roue, le cercle vicieux de l'achat-vente est intrinsèque au capitalisme. Si je n'achète pas, l'entreprise ne va plus produire. Et si l'entreprise ne produit pas, ça veut dire qu'il y aura une crise économique. Les prix vont et on assistera à une inflation. Et en même temps, le taux de chômage va augmenter. Et comment on va résoudre ces crises? Donc c'est une raison intrinsèque. Donc c'est une problématique pour l'économie sociale et solidaire commune entre l'économie
sociale et solidaire et l'économie de développement durable. Écoutez, si vous le permettez, le but de cette présentation, c'est de sortir avec un raisonnement économique. Peut-être que vous n'allez pas tout comprendre et tout analyser, l'essentiel c'est de fondre un raisonnement. D'accord? Le deuxième élément, le point de convergence entre les deux, c'est de créer une démarche économique centrée sur l'épanouissement sans pour autant endetter les ménages. C'est le contraire, hein? On pense au ménage. Le ménage, c'est quoi? Le ménage, c'est quoi? C'est un groupe de consommateurs, un groupe d'individus. Également, les points de divergence entre EDD et ECS, c'est l'ordre économique doit être aménagé de manière à encourager l'initiative individuelle en EDD. Notez ça, initiative individuelle. Initiative individuelle, alors que en ESS, on ne parle pas d'individus. On parle de groupe d'individus. On parle de coopérative. Coopérer. Coopérer comment? Ensemble. Finalement, pour la troisième dimension qui est de la solidarité sociale, la problématique partagée, bien sûr, sur le plan social, à votre avis, c'est quoi? C'est la pauvreté, la précarité, les inégalités, tout ce qui est social. Oui ou non? Entre économie sociale et solidaire et EDD. Bien sûr, on ne parle pas de capitalisme. Pour les points de convergence, la pauvreté implique la destruction des ressources et de l'environnement, ce qui entraîne une population pauvre dans un cercle vicieux, qui n'arrive jamais à sortir de ce cercle, qui veut être sauvée, mais qui veut une main. Cette main, c'est quoi? C'est la coopérative, c'est l'économie sociale et solidaire. Parce qu'on se pose un tas de questions, on cherche des solutions pratiques, et on est là pour ça. Et finalement, les points de divergence entre l'EDD et l'ESS, c'est quand dans l'EDD, chaque individu détient le droit de vivre dans la dignité et le droit d'épanouissement. Quand dans l'ESS, c'est la société qui prime. Il n'y a pas d'individualisme. Il n'y a pas mon propre intérêt comme le capitalisme, même pour le développement durable. Tout cela pour savoir que l'économie sociale et solidaire, c'est l'économie du futur. C'est l'économie de l'Afrique pour le 21e siècle. Écoutez, là, je vais passer rapidement sur les théories de la gouvernance. Pourquoi? Parce que ça relève d'un niveau un peu élevé en économie, mais je sais bien qu'il y a toutes des personnes avec des backgrounds différents, donc pas tous des économistes, mais je vais quand même en parler, parce que j'ai évoqué un mot-clé qui était, au début, c'était quoi? C'était quoi le mot-clé? La gouvernance. J'ai parlé de gouvernance. Donc, il faut au moins parler des théories de la gouvernance. C'est très simple. On va faciliter la gouvernance parce que les gens, ils ont un problème avec ce terme. Je ne comprends pas encore. C'est simple. Il y a 3 théories principales pour la gouvernance. D'accord? La première, c'est la théorie du contrat social de McLean. La deuxième, c'est la théorie du contrat psychologique. Et la troisième, c'est la théorie de l'intendance. Qu'est-ce qu'il nous dit la première théorie du contrat social? Il faut avoir une vision interne et une atténuation des conflits. C'est ça. La deuxième du contrat psychologique, elle dicte que il se peut qu'il y ait des convergences de buts entre les diverses parties prenantes et l'apprentissage mutuel et la formation des membres, et enfin la sécurité et l'égalité des choses. لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ يحتاج المغرب إلى معالجة القضايا المتعلقة باستراتيجيات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي ورفع الوعي من خلال برامج تعليمية تتناول أزمة المناخ وضمان الولوج إلى المعلومة وتعزيز المشاركة والانخراط. وشكرا وأترك الكلمة للترجمة لاستكمال هذه الورشة وشكرا. Je prends note de cette initiative qui reflète la vision de la société civile de faire face aux principaux défis liés à l'environnement et au phénomène de changement climatique et exprime sa volonté d'élaborer une feuille de route claire et ambitieuse
qui permettent de renforcer les efforts de protéger les terres et la nature et de la région et contribuent confortablement efficacement aux efforts internationaux déployés pour consacrer les fondements d'un développement durable qui préserve l'environnement et assure un avenir radieux et aux générations futures. Compte tenu de ces répercussions du changement climatique sur les écosystèmes et les secteurs sociaux et économiques ces dernières années, notre pays a adopté une approche volontaire, intégrée et participative pour que le Royaume s'associe aux efforts internationaux de la lutte contre le changement climatique à travers signature de 1992 à rectification en 1995 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Maroc, dans le cadre de son engagement à la Convention des cadres des Nations Unies sur les changements climatiques, a soumis 3 communications nationales. La première en 2001, la première communication nationale CNI, et la seconde en 2010, la deuxième communication nationale SCN, et la troisième en 2016, la communication TCN, et la Fourth National Communication of the Year 2020 QCN. Le Maroc a également ratifié le protocole Kyoto en 2002 et l'accord de Paris de 2016. Par conséquent, le Maroc soutient la poursuite de la mise en œuvre de l'accord de Paris qui stipule à l'article 4 de la CDN soit communiqué tous les 5 ans à partir de 2020. Accord de Paris sur le climat et l'agenda de 2030 pour le développement durable. Sont des points essentiels pour promouvoir l'action climatique mondiale et la transition vers un développement à faible émission de carbone et d'une part pour promouvoir la conscience environnementale ainsi que l'établissement d'une culture d'intégration de la durabilité dans tous les domaines vitaux, secteurs économiques d'autre part. Soit l'économie, sa logistique, tous les ressources que nous avons, de différentes catégories. Nous avons une panoplie d'espèces parce que nous n'oublions pas que nous sommes une espèce parmi les autres. Et ça, on l'oublie. Si on avait mis l'espèce humaine, Homo sapiens, de même égalité que les autres espèces qui portent à notre nom aussi, genre et espèce, on serait en bonne harmonie. C'est parce qu'on a mis Homo sapiens en haut et les autres en bas qu'on a raté la couche, qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Si vous mettez les espèces au même niveau que nous, c'est-à-dire en se considérant nous-mêmes comme une espèce, comme les autres, dans la nature, et vivre en harmonie d'ici 2050. Voilà un petit peu le slogan à l'échelle mondiale pour le développement durable. Maintenant, il est changé comme harmonie avec la nature d'ici 2050. Voilà. Merci pour cette précision. Là, je vais rebondir effectivement sur ce qui a été dit pour insister sur une chose qui est l'évolution. Même le concept a évolué. Il y avait une évolution et a pris plusieurs formes. La dernière forme, celle de vivre en harmonie avec la nature, toutes les autres espèces. Mais avant ça, on parlait également du développement humain, social, économique et durable. Et j'aimerais quand même qu'on précise la différence qui existe entre les quatre. Humain, social, économique et durable. À vous la parole. Bien sûr, c'est un rappel et c'est surtout pour les jeunes qui assistent pour la première fois à cet échange sur le développement. Humain et social. Parce qu'on a un projet de développement humain, qui est notre cible, et social, qui serait notre cible. Si on veut... Oui. Bon, par exemple, quand on dit développement humain, j'entends par là, c'est-à-dire tout ce qui est développement personnel, par exemple, et aussi mettre à la disposition des personnes
les sciences sociales, c'est-à-dire tout ce qui va leur permettre d'évoluer. La personne, le développement social, moi, je vais dire que c'est tout ce qui est, par exemple, le développement des services. Par exemple, on prend la mairie de Marrakech, par exemple, voilà, nous allons faire un développement, c'est-à-dire mettre à la disposition des Marrakechis vraiment des services plus adéquats, plus... C'est ce que j'entends par développement social. J'ai bien compris, vous considérez le développement humain comme une composante dans le développement social. Est-ce que vous avez cette... Tout à fait. Il y avait beaucoup plus de C'est juste une petite remarque. Nous sommes en train de discuter, d'essayer de cerner le développement humain. Le développement humain est déjà standardisé par les Nations Unies. Ce n'est pas à nous. Le développement humain aux Nations Unies, chaque année, on publie la liste. C'est 3 composantes. C'est l'économique, la santé, l'éducation. L'éducation, c'est pour se développer dans le futur. La société, c'est pour exister. Et puis économiquement, c'est pour avoir un niveau de vie important. Donc le développement humain déjà est standardisé. C'est composante économique, composante de santé, et composante éducative. Donc déjà, alors le développement social, c'est un peu, il vient au-dessus. C'est beaucoup plus de développement global, relatif à la culture, à l'organisation. C'est en plus, mais le développement humain, lui, est déjà standardisé. Il est déjà, les Nations Unies publient chaque année l'indice de développement humain. Cher professeur, je viens bien soulever un point très important par rapport à cette notion que vous avez soulevée par rapport aux classements des radars internationaux. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport aux critères adoptés par les organismes internationaux pour le classement annuel du développement humain? On constate souvent un débat national par rapport à la théorie de complot en ce qui concerne le développement humain selon ces 3 critères. Non, bon, c'est une question que moi je ne peux pas répondre. De toute façon, c'est un débat, effectivement, c'est juste pour Les Nations Unies, ils discutent et ils retiennent des critères. Et critères. On peut débattre des critères, mais une fois qu'on les adopte, ils sont universels. Ils sont universels. On peut les changer. La décision pour notre développement africain ne nous revient pas. Hein? Il nous revient à peu près de quelques 10%, 5%, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que les instructions, comme l'a soulevé notre collègue ce matin, mais à propos du Maroc, les instructions viennent toujours du haut et qui sont parachutées vers le bas. Là, c'est le rapport l'année dernière. C'est un rapport onusien. C'est un rapport onusien, je dis bien, et qui a été fait par des Africains et qui dit que les États membres ont reconnu que le développement durable se heurtait à de nombreuses difficultés. J'ai souligné quelques difficultés. Je ne vais pas les citer toutes, mais j'ai souligné quelques difficultés. Des milliards de citoyens, c'est-à-dire 1,3 milliard d'habitants africains, continuent de vivre dans la pauvreté et se voyaient refuser une vie digne. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. C'est un rapport de 2021 par des instances africaines financées par l'ONU. C'est un rapport onusien. Et parmi les problèmes qui émergent à la surface, il y a l'inégalité entre les sexes, le chômage et en particulier celui des jeunes. Et ce matin, on a parlé un petit peu, comme l'a soulevé, je pense, Madame tout à l'heure. Ce matin aussi, il y a beaucoup il y a à peu près 300 millions de jeunes en Afrique, si ma mémoire est bonne, et seulement, je pense, 3 millions qui ont accès à l'emploi. Oh. Voilà, ce matin, on a soulevé ce matin. Donc c'est un grand chiffre qui fait peur. Qui fait peur.
des questions qui se posent. J'ai des collègues qui enseignent la philosophie et quand je leur pose c'est quoi la philosophie, ils me disent toujours pour les philosophes, la réponse c'est se poser des questions. Moi aussi je me suis posé des questions. La gouvernance, professeur Malak l'a soulevé tout à l'heure avec un sens académique et il a beaucoup détaillé. La gouvernance, moi je la résume en 4 principes fondamentaux. La responsabilité, la transparence, l'état de droit et la participation. Tout ça manque en Afrique. Et rien de ça. Quelle est l'importance de l'agriculture en Afrique? Puisqu'on parle de résilience alimentaire, quelle est l'importance de l'agriculture en Afrique? Malgré l'urbanisation rapide, les activités liées à l'agriculture constituent encore un moyen de subsistance d'environ, c'est-à-dire que plus de 60% des Africains vivent avec l'agriculture. Mais quel type d'agriculture? Quel type d'agriculture? Il faut se poser la question. Quelle est la place de l'agriculture dans l'économie africaine? Je parle en présence et sous contrôle de l'économiste Mme Malak. En moyenne, la part de l'agriculture dans le produit intérieur brut total est de 15%, et elle varie. Au Botswana, vous pouvez remarquer le contraste. Au Botswana, il est de l'ordre de 3%, ainsi qu'en Afrique du Sud, mais au Tchad, il est de l'ordre de 50%, ce qui révèle des structures économiques variées. Quelle agriculture pour l'Afrique? Eh bien voilà, qu'est-ce qu'ils produisent, nous Africains? Ils produisent en premier lieu du maïs, en deuxième lieu la patate douce, mais en premier lieu, c'est le manioc. Manioc, c'est comme des patates douces, je pense, qui sont allongées. Il y a le maïs, il y a la patate douce et le soja. Mais ça, c'est ça ce qui est malheureux. C'est la dernière ligne. Le continent africain ressent 65% des terres arables non cultivées. 65% des terres qui peuvent être exploitées mais qui ne le sont pas. Pourquoi? 65. Et on attend un petit peu ce qu'on nous parachute de l'aide alimentaire des organismes internationaux et autres, ceux qui nous pillent nos ressources naturelles et qui nous les transforment en gouttelettes sous forme d'aide internationale. Alors que nous avons 65% des terres qui peuvent être cultivées, je dis bien qui peuvent être cultivées, on ne parle pas de zones arides, ou des zones où il n'y a pas d'eau. Des terres qui peuvent être cultivées, 65%, mais qui ne le sont pas. La résilience de l'agriculture en Afrique. Le Maroc montre la voie. Nous ne prétendons pas au Maroc être des leaders. Nous faisons de notre mieux. Notre pays, bien sûr, a son potentiel, a ses ressources humaines, et comme l'a dit Hassan, que son âme repose en paix, le Maroc a ses racines en Afrique et ses branches en Europe. Nous avons un peu de modernité, c'est vrai, de l'Europe, mais nous restons ancrés dans notre Afrique. Donc, face à un monde de pouvoir et de tensions géopolitiques, la résilience des économies africaines, bien sûr, s'oppose avec acuité. Le Maroc, lors de la COP22, ici même à Marrakech, notre majesté, notre roi, sa vision africaine de sa majesté le roi, il a bien sûr insisté à ce que l'initiative, qu'il y ait une initiative d'adaptation de l'agriculture en Afrique, bien sûr qui s'inscrit dans cette vision, et notamment cette initiative
pousse à concevoir des solutions adaptées aux problèmes du continent, notamment en matière de renforcement de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. On parle de changement climatique, des changements ou de changement climatique. Et comme l'a été soulevé ce matin, l'Afrique participe à 3% dans ces changements climatiques. Mais c'est l'Afrique qui paie la facture. Je ne suis pas responsable, moi, si je produis 3% des gaz à effet de serre et que je contribue au changement climatique. Il faut chercher la vérité ailleurs. La vérité est chez les gens qui polluent à 97%. Moi, je pollue à 3%, tout simplement. Et il n'est pas de mon devoir de payer les pots cassés. Il faut chercher au niveau de la Chine, il faut chercher au niveau des États-Unis, il faut chercher au niveau des Européens. Donc, ce micro. Chérif, la voix est rock d'un ancien fumeur où on peut fouter, pas besoin de micro, je vois, c'est bien. Donc ça va. Nous, Africains, on a l'habitude d'avoir tout en masse. On n'a pas besoin de technologie, on n'a pas besoin de frapper pour parler. Donc, je continue, vous m'écoutez, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, le Maroc, bien sûr, avec sa contribution, la vision de Sa Majesté le roi que Dieu l'assiste, il a donné ses hautes instructions au groupe OCP. OCP, c'est l'Office chérifien de phosphate au Maroc. Bien sûr, c'est un groupe qui est éparpillé dans le monde entier. Vu notre place de premier exportateur à peu près de phosphate dans le monde, donc nous avons notre place aussi. On ne vend pas uniquement des phosphates, on participe à ce qui est économie solidaire et sociale. Et en arabe on dit donc au lieu de faire profiter tout le monde, on assiste surtout aux Africains, les plus proches, qui ont besoin bien sûr de notre aide. Et qu'on n'a pas un petit peu aussi le feedback. Gagnant-gagnant, sud-sud, pas nord-sud toujours. Pourquoi nord-sud toujours? Sud-sud, ça peut faire l'affaire sans problème. Hein? Le Maroc, il est installé dans 18 pays et avec 12 filiales. Et compte 17 nationalités qui sont installées dans tout le continent africain. Il est fier d'être une entreprise africaine, multiculturelle, travaillant main dans la main avec les fermiers et partenaires sur tout le continent. Et le Maroc, bien sûr, l'OCP Africa a été créé sous directive de Sa Majesté le roi que Dieu l'assiste et que Dieu nous le garde, on est fiers de notre monarque, a été créé en 2016 pour contribuer au développement durable de l'agriculture africaine. Qu'est-ce qu'il fait au CP Africa? Il propose des solutions adaptées aux conditions pour remédier à la résilience, bien sûr, alimentaire et agricole. Il propose des solutions adaptées aux conditions locales et aux besoins de différentes cultures. Il travaille en partenariat avec un réseau de partenaires, les gouvernements, les organisations à but non lucratif et entreprises. Pourquoi les organisations? Parce qu'on a vu tout à l'heure que
le problème, le fameux rapport de 2021, il parle aussi de mauvaise gouvernance des dictateurs qui sont installés en Afrique et qui aident bien sûr les Européens autres à piller et à voler nos richesses. Donc, l'OCP africain s'intéresse aussi aux organisations à but non lucratif et entreprises, grâce auxquelles, bien sûr, on apporte toutes les recettes nécessaires à la réussite des fermiers. Là, vous allez me demander qu'est-ce que ça vient faire, cette carte-là. C'est la question que j'ai posée ce matin à un intervenant, M. Chauki, qui est professeur marocain. Nous sommes fiers de notre diaspora à l'étranger, comme nous sommes fiers du diaspora africain. À la dernière édition de cette même activité, j'ai rencontré pas mal d'Africains qui, malheureusement, des figures que je n'ai pas vues aujourd'hui, qui étaient venus l'autre fois et qui ont des positions bien faites à l'échelle internationale. La diaspora africaine, comme la diaspora marocaine, elle est intéressante et elle peut faire le changement. Elle peut faire le changement. Donc là, vous allez me dire que c'est quoi ça? C'est la question que j'ai posée ce matin à notre professeur Chauki, qui a parlé de l'hydrogène. Je ne suis pas économiste de formation, mais là, je le sais très bien. Je suis biologiste, je suis docteur en biologie. Mais la force des choses et l'amour pour l'Afrique m'a permis un petit peu d'être polyvalent, polydisciplinaire, de chercher un petit peu partout, parce que je suis professeur chercheur. La biologie, ça me reproche un petit peu à ça. Ça, je peux parler sans problème. L'hydrogène dont on a parlé ce matin, et je l'ai dit au professeur intervenant ce matin, hier on parle de l'hydrogène vert, l'hydrogène bleu, l'hydrogène gris. Ça dépend parce que l'hydrogène c'est quoi? C'est un atome d'hydrogène qui est le résultat d'une électrolyse d'une molécule d'eau, H2O. On sépare, on enlève l'oxygène et on garde l'hydrogène. Et on utilise l'hydrogène comme étant combustible. C'est un gaz, comme le gaz de butane qu'on utilise dans la cuisine. Seulement pour faire cette électrolyse, c'est-à-dire séparer l'oxygène de deux atomes d'hydrogène, on doit utiliser de l'énergie. Si le résultat obtenu, l'hydrogène obtenu de cette électrolyse a été fait par énergie de carburant, c'est-à-dire fossile, on parle d'hydrogène gris, c'est-à-dire polluant. Si on a utilisé l'énergie fournie par les éoliens ou par le solaire, on parle d'hydrogène vert ou bleu. Mais il s'est avéré, s'il vous plaît, écoutez-moi bien, il faut souligner là-dessus, il s'est avéré que l'hydrogène, résultat d'électrolyse qui est faite par des opérations peu délicates et nécessite de l'énergie, qui est fournie soit par l'énergie propre ou énergie de carburant, et c'est avéré que dans la nature, la dame nature, il y a de l'hydrogène disponible comme le gaz qu'on utilise à la cuisine. Il suffit de faire un forage et de puiser bien sûr l'hydrogène qu'il y a dedans. Tout simplement, ça ne demande ni l'usage d'énergie pour la conversion en électrolyse, c'est de l'hydrogène déjà disponible. Ce type d'hydrogène ne se trouve que dans des roches qu'on appelle les roches cratoniques. Les roches cratoniques, on ne va pas entrer dans les détails, et si quelqu'un cherche à avoir des détails, je peux toujours les lui donner par la suite. Donc pour minimiser un petit peu le temps, ce sont des roches cratoniques. Et voilà l'emplacement des roches cratoniques en Afrique.
là, c'est ce qu'on a découvert dernièrement. Hein. Peut-être que les chiffres là, parce qu'ils sont fournis par des agences européennes. Peut-être que c'est malmené. C'est beaucoup plus. Moi, je suis sûr que c'est beaucoup plus. Ils disent que la surface de l'Afrique, il y a 25% de la surface africaine qui présente des affleurements cratoniques, c'est-à-dire des zones où il y a l'hydrogène, il suffit de creuser et de le récupérer. Et que uniquement 5% de ce chiffre de 25%, uniquement 5%, c'est 4 fois la production mondiale annuelle d'hydrogène en 2020. C'est-à-dire qu'ils sont références, parce que nous, Africains, on ne peut pas faire ça. Hein? Eux, ils connaissent déjà. Parce qu'ils vont nous exploiter. Ils savent de quoi. Ils investissent de l'argent pour faire des études, pour exploiter par la suite. Ce n'est pas pour nos beaux yeux, hein, ou pour nous donner ces statistiques-là. 5%, c'est 4 fois. 5 fois 5, c'est 25. C'est-à-dire que la production annuelle, 5%, ça donne 5%, c'est 4 fois la production annuelle. C'est-à-dire c'est 5 fois 5, c'est aussi 25, et multiplié par 4. Et ça donne le nombre d'années que peut suffire, d'après la production annuelle, c'est pas à peu près un siècle. Et c'est la question que j'ai posée ce matin à mon collègue, parce que j'ai entendu parler qu'il y avait une convention entre le Maroc et le Royaume-Uni, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, pour acheminer à travers un gazoduc, parce que c'est un gaz, on parle aussi de gazoduc, de l'hydrogène depuis le Maroc vers la Grande-Bretagne. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah ben, on va avoir l'hydrogène du Maroc, parce que l'hydrogène du Maroc respecte un petit peu ce qui est écologique, c'est-à-dire qu'il est produit à partir de l'électrolyse, la réaction dont je vous ai parlé tout à l'heure, en faisant intervenir l'énergie des éoliens. Ce n'est pas polluant, mais les éoliens, vous pouvez aussi les implanter chez vous. La mer, elle existe aussi chez vous. Vous êtes entouré, vous êtes quelques îles qui sont entourées par la mer. Les éoliens, ça existe aussi chez vous. Pourquoi les chercher, hein? Comme on dit au Maroc, chercher son oreille là. C'est juste là. Hein? Et ils sont en train aussi de négocier avec la Mauritanie. Parce que le premier affleurement, ça va du Sahara marocain jusqu'à la Mauritanie. Et ils sont en train aussi de négocier avec la Mauritanie pour faire un gazoduc commun qui permet de cheminer l'hydrogène, peut-être de là. Hein. La version officielle, je vous l'ai dit, ils ont dit que parce qu'au Maroc, on peut produire l'énergie propre, on produit l'hydrogène bleu. Mais je ne pense pas que ce soit la vérité. Hein. La vérité est ailleurs. Hein. Il y a des affleurements aussi en Afrique du Sud, là au Congo et autres. Hein. Voilà. Donc, je ne vais pas être comme Che Guevara, mais je dirais tout simplement que le triangle, qu'on appelle le triangle de l'or, est terminé. Vous savez ce que ça veut dire le triangle de l'or? Les Européens venaient de l'Europe, ils venaient chasser comme des bêtes les Africains en Afrique. Au Sénégal, voilà. En Sénégal, il y a toujours des ghettos. La trace des ghettos au Sénégal. On prend les esclaves, on les amène en Amérique, on les vend. On prend de l'or, c'est pour ça qu'on appelle triangle de l'or. Ils prennent de l'or, ils le ramènent en Europe. Et le triangle se boucle. Hein. Une petite anecdote que j'ai écoutée hier d'un intervenant marocain, c'est que dans ces opérations
là, on avait enlevé un prince de la Guinée-Bissau lors de ces opérations d'esclavage. Ça remonte très loin. Oui, dans ce dans ce triangle d'or, on l'appelle triangle d'or, commerce triangulaire. Et qui a libéré ce prince? Et c'est tout simplement un Marocain. Un Marocain était installé en Amérique. Il connaissait la famille royale de cette tribu de la Guinée-Bissau. Il leur a dit que c'est un prince. Il faut le libérer. Et l'affaire est montée jusqu'au président à l'époque, je ne sais pas qui était, des États-Unis. Et vu que le Maroc était le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis en tant qu'État, c'était en 1777. Donc, pour faire plaisir aux Marocains, qui étaient le premier à reconnaître les États-Unis, le président a donné, bien sûr, son ordre pour libérer le prince de la Guinée-Bissau qui a été rapatrié chez lui. Donc, le Maroc ne travaille pas uniquement aujourd'hui pour l'Afrique. Il l'a fait en XVIIe siècle. Hein? Donc le Maroc n'a jamais oublié, bien sûr, ses concitoyens africains. Nous sommes tous les mêmes. Voilà, c'est pour l'Afrique, ma terre d'espoir. J'ai demandé à la dame tout à l'heure de prendre une photo avec elle et avec le monsieur. Merci beaucoup. Parce que j'aime un petit peu l'artisanat africain. J'aime à ce qu'on soit fier de nos traditions, de notre culture et de notre patrimoine. Voilà. À la fin, on va faire une photo. Voilà. À la fin, on va faire bien sûr une photo de groupe. Merci beaucoup, professeur, de votre présentation. Pour récapituler ce que nous présentait le professeur Haïdet et le professeur Malak, on peut dire, face à la croissance de la population et de l'amplification des changements climatiques, la sécurité alimentaire dans le monde, et particulièrement en Afrique, est loin d'être accusée. Constituant ainsi l'un des plus grands défis de ce cycle, le Maroc joue un rôle locomotif dans l'agriculture africaine, surtout grâce au groupe OCP qui a dit M. Ahmed. Également, l'exemple pionnier est celui de Plan Maroc Vert, implanté depuis des années. Il a également évoqué l'importance de l'échange d'expériences et le partage de connaissances permettrait